Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle visioconférence. Désolée pour les contretemps la semaine dernière, mais des problèmes de météo climatique nous ont vraiment pas permis de diffuser la visioconférence dans les temps et dans les meilleures disponibilités. Donc voilà, ce soir je remercie Estelle Féat qui est diététicienne nutritionniste qui va nous parler des pratiques alimentaires dans la SPA et post-Covid-19. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur votre écran, sur votre droite, à l'endroit de chatter, de les poser et Fabienne pourra les recueillir. Estelle, c'est à vous et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci Delphine pour cette introduction. Donc oui, je suis donc Estelle Féat, donc diététicienne nutritionniste en Bretagne. J'ai mis un petit phare là, de la Bretagne derrière moi. Donc cette intervention, elle m'a été demandée par Fabienne Lacombe, si je me trompe pas, ou Delphine, quand vous en aviez discuté, donc par l'association, pour vous informer en fait au sujet de la nutrition, pour rééquilibrer si besoin votre alimentation suite au Covid-19 et aussi avec des conseils évidemment sur la spondylarthrite ankylosante. Donc juste pour rappeler des petites choses peut-être que vous connaissez, alors je vais descendre le format. Donc qu'est-ce que c'est en fait un diététicien? Donc un diététicien, c'est un professionnel de santé qui est inscrit donc au code de la santé publique et c'est un professionnel donc de santé qui dispense des conseils nutritionnels, qui participent à l'éducation ou à la rééducation nutritionnelle. Et tout diététicien, donc c'est un titre en fait, doit être diplômé d'un bac+2, donc soit un BTS, soit un DUT, pour posséder un numéro ADELI. Et le numéro ADELI permet à votre mutuelle de vous rembourser et aussi à pouvoir référencer en France tous les diététiciens nutritionnistes qui existent. Et je précise que je ne suis pas médecin, que les informations que vous pourrez tirer de mon intervention, elles sont uniquement, ce sont des conseils généraux, uniquement, voilà. Parce que pour avoir des conseils personnalisés, donc je vous invite de consulter un thérapeute, de demander des conseils à votre médecin généraliste et à votre pharmacien qui est là pour vous conseiller parce qu'ils sont formés régulièrement. Et comme l'a dit Delphine, donc à la fin de la présentation, je vais répondre à quelques questions, mais les questions à titre personnel qui vous concernent votre cas personnel n'ont pas leur place en fait à la fin de cette conférence. Et je vous invite donc à noter toutes les questions d'ordre général de côté et comme ça on pourra y répondre à la fin. Et voilà pour l'introduction donc d'un diététicien. Donc, qu'est-ce que c'est que la spondylarthrite? Donc, vous devez bien sûr connaître. Donc, juste un petit rappel. Donc, c'est une inflammation au niveau des lombaires qui aurait probablement une origine, donc une inflammation, une origine d'inflammation intestinale. Donc, au niveau digestif, là, je vous ai mis un petit schéma au niveau digestif. Donc, on peut agir bien évidemment par l'alimentation, soit en stoppant l'inflammation intestinale, soit en ne la provoquant pas au niveau digestif, parce que on ingère des aliments par la bouche, ensuite via l'œsophage, on commence la digestion, ensuite l'estomac, plus bas les intestins, l'intestin grêle, le côlon, et ensuite le cœcum et l'anus. Donc, c'est vrai comme je vous disais, un diététicien a des compétences pour des conseils nutritionnels personnalisés et aussi au niveau de l'éducation à la santé pour la population de manière générale. Et donc, pour ça, le PNNS a été créé en 2001. Donc, en fait, le PNNS, qu'est-ce que c'est? C'est le Programme National Nutrition Santé.
qui a été, donc c'est un plan de santé publique suivi par l'Agence nationale de santé qu'on appelle Santé publique France. C'est un logo que vous devez connaître parce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, donc notamment au niveau des campagnes de télévision. Et le site de communication grand public, c'est le site mangerbouger.fr que vous devez sûrement connaître. Donc au niveau des petits changements qui ont été faits là pour le nouveau PNNS 4, donc 2019-2023, donc c'est la création de 3 familles d'aliments supplémentaires par rapport à la pyramide qu'on avait précédemment. Donc là, il y a notamment les légumes secs qui sont une famille à part entière, les charcuteries et les fruits à coque. Les charcuteries, les fruits à coque. Et des familles ont été modifiées, notamment la famille des féculents. Donc les féculents complets ont été rajoutés. Et le poisson est dissocié du groupe viande, poisson, œuf pour un apport de protéines qu'on va voir ensuite. Et par la suite, donc certaines familles ont été indiquées à limiter, donc les produits gras, sucrés et salés ont été regroupés. Et des nouveaux systèmes de guidage donc, ont été mis en place par un système de flèches, donc augmenter, aller vers et réduire. Vous allez voir ça dans la prochaine diapo. Je vais aller trop vite, mais ça passe. Voilà. Voilà. Ça passe trop vite. Voilà, donc à gauche, c'est en fait c'est une seule et même infographie, mais là je l'ai divisée en deux pour que ça passe sur la même diapositive. Donc les 5 fruits et légumes par jour, si connus. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 5 portions de fruits et de légumes. Donc c'est plutôt 2 portions de fruits. Une portion, c'est à peu près la taille du poing, donc entre 80 et 100 grammes. Donc c'est plutôt 2 portions de fruits dans la journée, qui fait voilà de 200 à peu près 200 grammes, un petit peu plus même, ça dépend des fruits. Et les légumes, c'est 3 portions, mais en fait c'est plutôt à volonté les légumes. Et les légumes, c'est ce qu'on appelle les légumes verts. Voilà, donc plutôt à volonté. Les légumes, ça apporte des fibres, de l'eau, c'est ce qu'on appelle des aliments satiétogènes qui participent à la satiété. Mais pour consommer des fruits et des légumes, encore faut-il en fait en avoir sous la main. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses alors, non, c'est bon. Il faut savoir que de nombreuses formes existent en fait pour les fruits et les légumes. Donc évidemment les surgelés, en purée, en compote, en conserve et bien sûr les fruits et légumes bruts entiers. Alors Delphine, vous me dites s'il y a un souci, moi ça me met que la connexion est interrompue. Vous m'interrompez hein, si jamais il y a un souci, parce que là je vois plus personne. Là c'est bon. Donc je disais, pour consommer des fruits et légumes, encore faut-il en avoir sous la main. La catégorie donc qui a été ajoutée, ce sont les légumes secs à consommer donc au moins 2 fois par semaine. Donc les légumes secs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves. Les fèves, c'est quelque chose qui se cultive plutôt facilement. Ça s'écosse un petit peu comme les petits pois. Voilà, les pois chiches. Il y a énormément de légumes secs. Et contrairement à des croyances qu'on peut avoir, c'est pas forcément nécessaire de les faire tremper la veille, de les cuire extrêmement longtemps. Voilà, il y a aussi des conserves qui existent pour en manger de façon beaucoup plus facile. Et voilà, les conserves, ça reste quelque chose de salé, mais ça permet de dépanner et d'aider à en consommer. Ensuite, on passe donc à une nouvelle catégorie qui a été ajoutée. Donc, ce sont les... Ok, j'ai bien reçu votre message, Fabienne. Ce sont donc les oléagineux. Donc, les fruits qu'on appelle oléagineux parce ce sont des fruits secs qui sont gras, mais c'est ce qu'on appelle du bon gras parce que ce sont des oméga 3. On verra après dans
dans une autre diapositive l'utilité des oméga 3. Donc les fruits secs oléagineux, ce sont donc les noix, les amandes, les noisettes, voilà, etc. Il y en a beaucoup. Et ça fait facilement office de collation, donc une petite collation saine, riche en fibres et en bonne graisse. Voilà. Donc c'est quelque chose qui à ne pas négliger dans la journée et qu'on a tendance à prendre plutôt à l'apéritif. Donc c'est très bien dans le fond, mais c'est souvent quand même salé. Et l'idéal, c'est de les consommer non salés, donc sans sel ajouté bourrique. Ensuite, donc dans la catégorie des féculents, avant c'était plutôt c'était à chaque repas selon l'appétit, et maintenant donc ce sont les céréales et féculents au moins un par jour, en favorisant les féculents qu'on appelle complets. Donc complet à l'inverse de féculents raffinés. Donc tout ce qui est complet, c'est le riz complet, euh, les pâtes complètes, donc à base de blé complet. Voilà, on a aussi tout ce qui est donc les autres céréales, hein, le sarrasin, l'épeautre, le kamut, le quinoa, il y a énormément de céréales qui existent. Donc au niveau des recommandations pour la population générale, en termes de pain, c'est autour de 150 grammes de pain par jour. Et en termes de féculents, c'est environ 200 grammes pois cuit. Donc le pois cuit, vous regardez bien sur les paquets. En général, ça gonfle de 2,5 à 3 fois le pois cru des féculents, d'accord? Donc environ 200 grammes de pois cuit par repas. Donc par exemple en pâtes, on conseille souvent sur les paquets de mettre 60 grammes crus parce que donc 3 x 6, 18, donc ça fait 180 grammes cuits. Donc environ environ 200 grammes de pois cuits par repas et sous toutes les formes, donc farine, tubercules, céréales. Donc un cake, un gâteau, des crêpes, ça compte comme des féculents selon la quantité que vous avez mis dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme note? Donc le groupe d'aliments suivants, donc ce sont ce qu'on appelle les VPO, donc viande, poisson, œufs. Donc avant, c'était plutôt 1 à 2 fois par jour et le poisson 2 fois par semaine. Et maintenant, donc privilégier la volaille. Donc la volaille, pourquoi? Parce que c'est une viande qu'on appelle blanche, qui est donc moins grasse que la viande rouge, qui est donc à limiter. Donc on dit les autres viandes, mais c'est vrai qu'elles sont pas toutes rouges. Il y a des viandes plutôt grasses et d'autres viandes plutôt maigres. Ça, faut vous renseigner auprès de votre boucherie notamment. Les poissons, 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Donc qu'est-ce que c'est le poisson gras? Donc pour ça, il y a un petit moyen mémotechnique. Donc c'est amasa sauton. Donc hareng, maquereau, sardine, saumon et le thon. Voilà. Tout en privilégiant les petits poissons. Parce que les petits poissons donc sont mangés par les gros, même sont mangés par les gros. Et il y a un risque d'excès, on va dire, de métaux lourds. C'est pour ça que les poissons ne sont pas plus recommandés, ne sont pas recommandés au-delà de 2 portions par semaine. Mais néanmoins, il ne faut pas les négliger puisqu'ils sont riches en oméga 3, donc en bonne graisse, et en protéines. Et si on consomme les arêtes, souvent sur les boîtes de sardines, soit c'est écrit avec ou sans arêtes. Quand on consomme les arêtes, on consomme du calcium supplémentaire. Et dans ce groupe, donc la charcuterie est donc incluse. Donc à limiter à 150 grammes par semaine. Donc c'est pas quelque chose d'étonnant puisque la charcuterie, donc comme vous le savez, est riche en sel et en graisse, souvent surtout des acides gras saturés. Donc des graisses qui sont à limiter. Au niveau des laitages. Donc les laitages, les recommandations du PNNS précédent, c'était de 3 par jour et 4 pour les enfants et les seniors qui sont à risque d'ostéoporose pour les seniors. Donc c'est-à-dire les os poreux, les os qui se fragilisent. Et les enfants, donc 4 par jour, parce que les enfants sont en pleine croissance et doivent ingérer du calcium pour la fabrication des os.
Et maintenant, c'est plutôt limité à 2 par jour parce que donc les produits laitiers, c'est un aliment donc qui est rassasiant, qui apporte des protéines et du calcium, protéines et calcium qu'on peut trouver dans d'autres aliments. Ensuite, les matières grasses. Donc les matières grasses sont plutôt on va dire, à limiter toujours. Mais là, l'indication, c'est d'aller vers, avec les petites flèches jaunes, d'aller vers donc des matières grasses un petit peu différentes et de meilleure qualité, notamment colza. L'huile de colza, elle est riche en oméga 3, donc c'est une huile qu'on consomme crue. C'est une huile qui ne résiste pas à la chaleur. L'huile de noix, elle est aussi riche en oméga 3. Et l'huile d'olive, elle est riche en oméga 9. Voilà. Donc, de toute façon, varier les matières grasses, c'est la meilleure chose à faire pour un équilibre de l'alimentation. Voilà. Donc, en quantité par jour, environ, pareil, pour la population générale, c'est 15 grammes de beurre. Donc ça, faut pas hésiter à peser juste pour avoir une idée de ce que ça fait par rapport au contenant qu'on utilise dans lequel on met son beurre. Et environ 25 grammes d'huile par jour, donc d'huile crue en vinaigrette, donc c'est environ 2 cuillères à soupe. Voilà. Et ce qu'il faut savoir au niveau des laitages, je vais pas indiquer, un laitage, donc produit laitier, une part, c'est un yaourt. Donc un yaourt de 125 grammes, mais ça peut aussi être une part de fromage. Une part de fromage, c'est 30 grammes. Donc ça aussi, vous pouvez découper un morceau et peser pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Ensuite, donc on était arrivé aux produits sucrés. Donc les produits sucrés, ce sont plutôt des aliments donc à réduire de façon globale, mais comme on voyait, on a regroupé dedans les produits gras, très salés et ultra transformés. Donc on dit en fait qu'une alimentation excessive en sucre, c'est quand il y a au-delà de 40 grammes de sucre ajouté. Voilà, 40 grammes, c'est le sucre, c'est la quantité de sucre maximale par jour, avant de dire qu'on est en excès de sucre. Et la quantité de sel, donc en salant les aliments de façon générale dans la journée, la quantité de sel, voilà, la dose correcte, mais qui est aussi la dose maximale, toujours pour des personnes, pour la population générale. Je parle pas pour les cas particuliers au niveau cardiaque, ou au niveau rétention d'eau. Donc c'est une cuillerée à café de sel par jour pour la population générale, pour les adultes. Donc ça fait entre 5 et 7 grammes de sel par jour. Alors, des petits conseils pratico-pratiques, des conseils généraux. Donc, ça serait de faire des assiettes à 3 compartiments. Pourquoi 3 compartiments? Parce que c'est visuel et ça permet de consommer des quantités raisonnées en féculents, de consommer plus de fibres et donc d'avoir un équilibre, donc protéines, féculents, légumes qui soit systématique à chaque repas. Consommer aussi, donc en conseils généraux, des produits de bonne qualité et de saison, notamment les fruits et légumes donc de saison et la viande et les produits laitiers de bonne qualité. Voilà, quitte à en manger moins, autant en manger mieux, voilà, de meilleure qualité. Globalement, la structure des repas principaux pour quelqu'un, on va dire qui travaille de jour, qui a un rythme régulier. Donc au déjeuner, on pourrait dire une assiette de protéines animales. Donc 100 grammes, une portion de 100 grammes de protéines animales. Donc 100 grammes, c'est 100 grammes de viande, 100 grammes de poisson, 2 œufs, c'est 100 grammes. Ensuite, d'ajouter 200 grammes de légumes pois cuits, qui soient de saison et de bonne qualité, et 200 grammes de féculents pois cuits. Et au dîner, une assiette plutôt végétarienne, puisque c'est pas nécessaire d'avoir des protéines animales 2 fois par jour. Donc 150 grammes de légumineuses, accompagnées de
150 à 200 grammes de céréales. Il faut savoir que les légumes secs plus les céréales sont équivalents, on peut dire, à une portion protéique animale. Parce que la complémentation des acides aminés se fait quand on associe des légumes secs, donc type des lentilles, par exemple, à des céréales, par exemple du riz. Et à cette assiette donc du dîner, on ajoute 150 à 200 grammes de légumes pois cuits, toujours de saison et toujours de bonne qualité, selon l'appétit. Voilà. Et je vous ai mis un petit chef cuisinier pour rappeler donc il y a beaucoup de façons de cuisiner qui existent. L'alimentation doit rester et doit être un plaisir et avoir du sens. Et si vous ne savez pas par où commencer au niveau de la cuisine, si c'est quelque chose qui paraît très compliqué, voilà, je vous conseille de vous rapprocher donc de personnes compétentes pour vous conseiller. Par exemple, donc il y a des applications. On peut citer Duo Cuisine, DOW. C'est une application que je connais, que je trouve pratique. Aussi, donc les livres de cuisine, les livres de recettes, ou alors pourquoi pas se faire offrir ou participer à un cours de cuisine. Ça permet d'affiner ses connaissances et d'en acquérir de nouvelles. Voilà. Ensuite, donc un petit point donc sur les aliments protecteurs. Donc ça, c'est pas mal intéressant au niveau de la spondylarthrite et de l'inflammation. Donc notamment pour la flore intestinale, qui permet d'avoir un bon microbiote. Donc le microbiote, c'est donc la flore intestinale. Il a de nombreuses fonctions au niveau de l'immunité, de la synthèse de vitamines, de la transformation d'éléments non digérés dans l'intestin grêle. Et une dysbiose, donc c'est une perturbation du microbiote, est à la source d'une inflammation intestinale. C'est vraiment la clé en fait d'avoir un bon microbiote, donc une bonne flore intestinale en bonne santé. Donc les aliments protecteurs, ce sont principalement les aliments antioxydants. Donc les antioxydants, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans les aliments colorés, donc les légumes et les fruits principalement. Les aliments anti-inflammatoires, donc ça on en a pas mal parlé précédemment. Donc ce sont les acides gras essentiels qu'on appelle aussi les oméga 3. Donc l'abréviation c'est W3. C'est ça qui veut dire oméga 3. Les oméga 3 ils se trouvent dans les oléagineux, donc les fruits oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, dans les poissons gras, donc comme j'ai dit tout à l'heure, amasa, sauton, hareng, maquereau, sardines, saumon et thon. Les oméga 3 ils se trouvent aussi dans les huiles végétales, donc l'huile de soja, l'huile lysio 4 en 1, l'huile de lin et surtout, et principalement d'ailleurs, l'huile de noix et de colza, comme c'était indiqué tout à l'heure pour le PNNS. Et d'autres aliments inflammatoires qui sont pas négligeables du tout, donc c'est le curcuma, donc c'est une épice jaune qui tâche et qui a un goût assez prononcé. Les agrumes aussi, ce sont des aliments anti-inflammatoires. Et le thé vert aussi. Et le thé vert, j'en parle un petit peu après dans les boissons. Ensuite, donc des aliments protecteurs pour le microbiote, donc ce sont les fibres. Les fibres qui permettent donc de réguler le transit intestinal. Donc la quantité qui est conseillée par jour, c'est 20 à 30 grammes par jour de fibres insolubles plus de fibres solubles. Et cette quantité, elle peut être atteinte très très facilement, donc via les végétaux. Par exemple, sur une journée, avoir 200 grammes de légumes crus. Donc légumes crus, ce sont les crudités. Donc une le midi, une le soir, ou alors une grosse salade à midi, voilà. Donc 200 grammes de légumes crus avec 200 grammes de légumes cuits et 200 grammes de fruits. Donc ça, sur la journée, ça permet d'atteindre la portion de fibres qui est recommandée dans une journée. Et pour compléter, voilà, si jamais ces légumes et ces fruits, ça vous paraît beaucoup dans un premier temps, les fruits secs peuvent être une excellente alternative pour ajouter des fibres dans l'alimentation.
Donc les fruits secs, ce sont les pruneaux, les abricots secs, les figues, les dattes, voilà, tous ces aliments, bien que sucrés, sont riches en fibres. Les céréales complètes aussi permettent d'améliorer l'apport en fibres sur une journée. Donc, je me répète, mais donc le blé complet, le riz complet, l'épeautre, voilà, tous ces genres de céréales. Il y en a encore beaucoup d'autres. Les flocons d'avoine ou le son d'avoine au petit déjeuner, aussi riche en fibres et donc très rassasiant, et avec un index glycémique qui est plutôt bas. Ça veut dire que la glycémie va être étalée dans le temps. Le taux de glucides, le taux de sucre dans le sang va être étalé dans le temps, ce qui permet donc de ne pas avoir de fringales trop rapidement dans la matinée. Donc les fringales, c'est des petits creux quand on a faim. Donc consommer des céréales complètes, flocons, son d'avoine au petit déjeuner, le matin ou en collation, c'est quelque chose de bénéfique. Et aussi donc les fruits oléagineux, noix, amandes, permettent donc d'améliorer l'apport en fibres sur une journée. Ensuite, donc les fibres insolubles. Donc, pour vous expliquer un petit peu, les fibres insolubles, donc ce sont la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, et ce sont des fibres qui sont à consommer, on va dire, selon les réactions intestinales individuelles. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte à la tolérance de chacun. Donc, les fibres insolubles, elles se trouvent dans la peau des légumes et des fruits, dans les légumes secs, donc les pois chiches, les lentilles, et dans certains végétaux, notamment la rhubarbe, l'artichaut, le poireau, les asperges. Les fibres insolubles aussi, on les trouve dans le son des grains entiers, donc le blé, le riz, donc dans les céréales complètes. Le grain entier, c'est une céréale complète. Donc ces fibres-là ont un rôle de stimulation du transit intestinal et en fait stimulent le transit en cas de constipation. Et de façon globale, donc je répète, sauf en cas par exemple de colopathie, de dysfonctionnement du côlon, qui sont des pathologies personnelles à chacun. Donc ces fibres-là favorisent globalement la santé du système digestif. Et ensuite, comme autre type de fibres, donc on a les fibres aussi qui s'appellent solubles, donc solubles dans l'eau, ce sont les prébiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont la pectine, donc les pectines, les gommes, les mucilages, les alginates, les agars, les carragénanes et l'inuline. Donc elles ont en fait ces fibres beaucoup d'avantages et des intérêts qui sont certains et qui sont démontrés. Donc ces fibres, elles freinent l'absorption des graisses, elles régulent la digestion et prolongent la sensation de satiété. Donc comme je disais tout à l'heure, ça permet de tenir plus longtemps et d'avoir faim moins rapidement. Et elles diminuent aussi, ces fibres, l'index glycémique des aliments et elles sont hautement fermentescibles. Et le pouvoir hautement fermentescible de ces fibres leur donne un effet anti-inflammatoire qui est très intéressant et qu'on recherche notamment pour la spondylarthrite. Ces fibres, elles ont aussi un effet lactatif, donc ça permet d'éviter l'inconfort digestif parce que comme elles sont solubles dans l'eau, ces fibres forment un gel et elles permettent de nourrir les populations probiotiques. Donc les prébiotiques nourrissent les probiotiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le microbiote. Ce sont les prébiotiques et les probiotiques. Donc, ces fibres solubles dans l'eau qu'on appelle prébiotiques, elles se trouvent dans les légumineuses, donc qu'on appelle les légumes secs, dans les légumes en général, dans les fruits en général, dans les graines de lin broyées, parce que les graines de lin qui ne sont pas broyées, elles n'ont pas d'intérêt puisqu'elles sont éliminées directement. Donc, les graines de lin, si vous souhaitez en consommer, il est nécessaire de les broyer dans un petit hachoir, dans un broyeur. Les fibres, donc les prébiotiques se trouvent aussi dans les graines de chia ou les graines de chia réhydratées. Donc ce sont
des petits desserts qu'on peut faire avec ce type de graines qu'on fait à l'avance. Comme ça, les graines donc gonflent, ont le temps de prendre du volume et donc de former, vous le verrez, vous pourrez le remarquer, donc de former un gel. Ces fibres-là, on les trouve aussi dans des plantes, notamment dans le psyllium blond, qu'on appelle aussi l'hispagule, et aussi dans les algues. Voilà. Donc ça, ce sont tous les aliments dans lesquels on trouve ces prébiotiques. Et c'est vrai que j'insiste parce que les fibres solubles, c'est vraiment indispensable en fait pour un bon une flore intestinale en bonne santé. Mais le microbiote, donc, il faut qu'il soit nourri par des micro-organismes vivants qui sont des composants de la flore intestinale qu'on appelle donc les probiotiques. Donc, en consommer des probiotiques, ça permet un ensemencement de l'intestin par les bonnes bactéries. C'est quelque chose qui est vraiment pertinent dans le cas de traitements antibiotiques où la flore intestinale est perturbée, donc on parle de dysbiose. En cas de diarrhée, pareil, où l'intestin est mis à rude épreuve, de chimiothérapie aussi, et pour améliorer l'eczéma chez les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dose quotidienne est nécessaire parce que sinon, ces micro-organismes disparaissent. C'est pas quelque chose qui reste dans les intestins de façon fixe. Et ces aliments, on les trouve, ces probiotiques, on les trouve dans les aliments donc lacto-fermentés, type choucroute, le kimchi. Donc le kimchi, c'est un chou blanc épicé, c'est assez pimenté. Les oignons, aussi on trouve ça dans les oignons, et les olives via le Lactobacillum plantarum. On trouve aussi donc des probiotiques dans la levure de bière. C'est quelque chose qu'on trouve en paillettes en grande surface ou en magasin bien-être. La levure de bière qu'on peut saupoudrer sur tout type d'aliments, ça donne un goût qui est plutôt bon. On trouve aussi des probiotiques donc dans le saucisson sous forme de Lactobacillus sakei, dans les fromages. Donc les fromages, donc ce sont des aliments fermentés. Et dans les yaourts qui sont une source importante de probiotiques. Mais yaourt, ça veut pas dire dessert lacté. Un yaourt, c'est une dénomination qui est officielle et légale en fait, avec uniquement 2 ferments pour avoir cette dénomination de yaourt. Les 2 ferments, donc c'est Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Donc la dénomination yaourt, elle doit vraiment être indiquée sur le produit laitier pour qu'on sache que donc, ce sont des aliments qui contiennent ces ferments. Ensuite, donc un petit point sur les boissons. Donc les boissons fermentées. Donc il y a la bière avec le ferment, c'est Saccharomyces cerevisiae. On a aussi en boisson fermentée le kombucha. Donc le kombucha, en fait, c'est une boisson qu'on peut faire soi-même, qu'on peut aussi acheter. C'est plutôt tendance en ce moment, mais c'est bien de savoir de quoi c'est composé. Donc c'est composé de thé vert ou de thé noir sucré, dans lequel, accompagné en fait de bactéries, ça crée un champignon assez épais. Hein, c'est une couche de champignons qu'on appelle une mère de kombucha. Et c'est quelque chose il y a un processus à faire pour pouvoir réaliser le kombucha. Et la mère de champignons, enfin la mère de kombucha, c'est quelque chose qui se réutilise au fur et à mesure. En boisson qu'on peut faire aussi soi-même ou acheter, il y a le kéfir. Donc le kéfir, il se fait à base de grains de kéfir, donc qui se trouvent en magasin bien-être ou principalement qui en fait s'échangent parce que ça se donne. Les grains de kéfir se multiplient à chaque boisson. Donc, qu'est-ce que c'est une boisson à base de grains de kéfir? Donc, c'est du sucre avec du fruit, plus de l'eau, mais il existe aussi le kéfir de lait. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner pour ce type de boisson parce que ce sont des boissons qui permettent d'améliorer la bonne santé donc de la flore intestinale
intestinale. Au niveau des boissons donc, qui sont pertinentes au niveau de la flore intestinale qui sont plutôt protecteurs, donc on a le thé qui contient des phytonutriments. Donc les phytonutriments, ce sont des éléments qui sont anti-inflammatoires. Et le thé, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt à limiter à environ 3 tasses de 250 millilitres par jour, parce que en fait, le thé contient des éléments, exactement, ça contient de la théine, mais qui diminue en fait la fixation du fer. Donc pour les personnes anémiées, le thé en fait chélate le fer et donc ça empêche sa fixation. Ensuite en boisson, donc les boissons végétales, donc tout ce qui est boisson d'avoine, boisson de riz. Donc plutôt les choisir enrichis en calcium et éviter donc les boissons avec des sucres ajoutés. Ça c'est mentionné sur les bouteilles. Et au niveau des eaux, ce qui est essentiel, c'est de varier les eaux, donc qu'elles soient minérales, de source, bicarbonatées ou calciques. Voilà, l'eau, ça reste la boisson essentielle pour s'hydrater. Et ce qu'il faut retenir, c'est de les varier. Donc, une alimentation de façon globale, une alimentation excessive est délétère pour l'organisme. Donc, tout excès est délétère pour l'organisme. Et aussi, donc, être carencé diminue l'efficacité du système immunitaire et donc, au fil du temps, entraîne une fatigue au quotidien. Donc, il est important si vous sentez une fatigue, votre alimentation vous paraît correcte, après vous en êtes rassuré qu'elle soit correcte, voilà, éventuellement demander à faire des prises de sang pour dépister d'éventuelles carences qui pourraient être donc à complémenter. Donc ce qui est à savoir sans prendre de compléments alimentaires, mais juste voilà pour essayer de compenser un petit peu à la maison les éventuelles carences qu'on pourrait avoir. Au niveau du fer, un conseil général, c'est d'associer des aliments riches en vitamine C au cours du repas, parce que la vitamine C améliore la fixation du fer de façon générale. Au niveau du magnésium, donc le magnésium lutte contre la fatigue et le stress, et ça se trouve dans les poissons gras, dans les sardines à l'huile notamment, dans les fruits de mer. Où est-ce qu'on trouve aussi du magnésium dans les germes de blé, dans les fruits secs. Voilà, les germes de blé, c'est comme la levure de bière, ça se saupoudre sur les aliments assez facilement. Aussi la vitamine D. Donc la vitamine D, on en synthétise en s'exposant bras nus et jambes nues au soleil un petit peu chaque jour. Et une supplémentation est souvent nécessaire si la région est peu ensoleillée ou si en fait vous ne vous exposez pas suffisamment au soleil. Et autre chose qui est à savoir, c'est que donc le tabac augmente de façon non négligeable les besoins en vitamine C, parce que c'est un toxique qu'on ingère dans l'organisme. Donc la vitamine C est fortement antioxydante, donc permet de compenser les besoins. Et le surpoids et l'obésité, donc c'est-à-dire à partir d'un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré. Donc l'IMC, ça se calcule simplement, vous pouvez le faire à la maison. Donc c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètre carré et encore donc divisé par la taille en mètre carré. Donc le surpoids et l'obésité, ça entraîne donc une inflammation chronique dans laquelle le microbiote est impliqué. C'est pour ça que les conseils en fait sur la bonne santé de la flore intestinale peuvent s'appliquer à beaucoup de monde.
Un petit mot aussi sur la micronutrition. Donc la micronutrition, ce sont les compléments alimentaires. Donc ce qui est important dans les compléments alimentaires, c'est si on en prend, d'être rigoureux et de faire une cure de 21 jours, toujours en suivant les consignes qui sont indiquées sur la boîte, mais de façon prioritaire de suivre la prescription de votre thérapeute, d'accord, qui peut être votre médecin qui aurait une formation à ce sujet, votre pharmacien ou un naturopathe aussi qui peut vous donner ce type de conseils. Et les compléments alimentaires se prennent donc en cas de carence, donc ce sont des vitamines, des minéraux, et peuvent être aussi des probiotiques. Par exemple, l'ultra-levure, c'est un complément alimentaire. Voilà. Au niveau des magasins bien-être et en parapharmacie, voilà, toutes ces personnes-là reçoivent des formations en micronutrition et peuvent vous renseigner aussi de façon générale. Voilà. Donc pour conclure cette petite intervention là sur l'alimentation, la spondylarthrite, l'équilibre alimentaire et un petit peu voilà des conseils généraux suite au Covid-19. Donc maintenant vous avez un petit peu plus de conseils. Vous pouvez passer donc du savoir au faire. Et je vous invite de toute façon toujours à vous renseigner et à rechercher en fait par vous-même si vous avez eu une interrogation ou une question sur une façon de faire. Et il est indispensable au niveau de l'alimentation de garder du sens. L'alimentation doit être un plaisir, ne doit pas être une contrainte, quelque chose de compliqué. Il faut savoir aussi qu'aucun aliment n'est à proscrire, sauf en cas d'allergie. L'allergie, c'est quelque chose qui se dépiste médicalement. Voilà, ne pas confondre avec l'intolérance. Parce que la tolérance, c'est quelque chose qui est propre à chacun, mais qui n'entraîne pas de danger en fait au niveau de la santé. Donc la tolérance digestive individuelle est à évaluer. Et ce qu'il faut évaluer aussi, donc c'est la qualité et la quantité des aliments consommés pour une bonne une alimentation qui reste simple et qui ait du sens. Au niveau de donc une conclusion sur la bonne santé intestinale, je vais voir un petit danger. Donc la dysbiose, donc c'est la perturbation de la flore intestinale, donc est à la source d'une inflammation des intestins. Et un bon équilibre est indispensable pour donc lutter à la source contre l'inflammation. Et ça passe une bonne santé intestinale donc passe avant tout par une alimentation donc riche en fibres, comme je le disais tout à l'heure, donc riche en fibres solubles qui sont les prébiotiques, et pour les nourrir. Et donc pour nourrir les prébiotiques, un apport donc de probiotiques. Et je rajouterais qu'un rythme de vie avec des horaires de repas réguliers, un bon sommeil, donc une nuit sans réveil, et si besoin donc dans la journée, si vous avez des journées assez physiques, donc de faire des siestes, mais des siestes qui soient courtes. Parce qu'une sieste trop longue n'est pas reposante, donc l'effet recherché n'est pas trouvé. Donc un bon sommeil et une activité physique qui soit de préférence le matin. Et tous ces éléments associés à une bonne alimentation permettent de favoriser un bon état général. Donc voilà, ça fait je suis dans le temps, il me semble. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai mis une dernière diapo si vous souhaitez éventuellement poser c'est quoi qui est la diapo après ça
Excusez encore la main. Voilà, si vous souhaitez me poser des questions, voilà, des questions que vous ne posez pas ici, ou si vous souhaitez juste me contacter, je vous mets mon contact sur cette diapositive. Donc voilà, c'est tout pour l'intervention. Donc je vais laisser Fabienne ou Delphine me transmettre les questions. Il y en a. Alors Estelle, nous avons une question d'un internaute. Comment fait-on si on ne supporte pas le lactose? Par quoi peut-on le remplacer? Alors le lactose. Donc le lactose c'est un glucide qui est métabolisé par une enzyme qu'on appelle la lactase. Donc le lactose, il y en a dans le lait de vache, le lait et le lait des animaux. Donc le lactose, on peut le remplacer. En fait, il n'y a pas à le remplacer. Ce qu'on remplace, ce sont les composants de l'aliment, donc les protéines, le calcium, les autres minéraux et l'eau. Et ça, vous pouvez le remplacer donc par les boissons végétales. Enfin, voilà, mais il n'y a pas à remplacer le lactose. On consomme des aliments qui contiennent des nutriments équivalents. Donc les protéines, donc ce sont des aliments sources de protéines, donc viande, poisson, œufs. Dans le fromage, il y a plus de lactose puisque les ferments et les bactéries ont consommé le lactose. Dans les yaourts, c'est pareil. Après, c'est selon la tolérance de chacun. Mais dans les yaourts, il n'y a plus de lactase non plus. Les deux ferments lactiques ont consommé le lactose donc pour la fermentation, puisque le lactose c'est un sucre, un glucide, donc les ferments l'ont consommé. Dans les yaourts, le fromage, il n'y a plus de lactose. Et si on recherche le même effet que du lait, on peut consommer une boisson végétale, possible enrichie en calcium et en sucre ajouté. Il y a d'autres questions? Plus d'autres questions? De toute façon, sur la vidéo YouTube, il peut y avoir des questions en commentaire. Et puis même comme c'est une vidéo enregistrée, je veux bien recevoir des questions par mail. Donc s'il n'y a plus de questions, j'espère que tout le monde a pris des renseignements très importants pour notre alimentation, pour pouvoir avoir une meilleure posture par rapport à la maladie. Écoutez, je vous remercie beaucoup de cette conférence. Je vous remercie tous d'avoir... Et pour rappel, tous les jours à 18h sur notre site internet, vous retrouverez Monsieur Spandilos. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup Estelle, bonne soirée. Bonne soirée.